Salut Manon, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Manon, tu es députée européenne, membre de la France Insoumise. Tu es la patronne de la GUE, la Gauche Unie... Patronne. la patronne, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Non, la présidente de la GUE, la Gauche Unie On s'appelle européenne. groupe de la gauche maintenant. On a simplifié les choses. Ah, groupe de la gauche, pardon. Ouais. Ah, moi, j'ai encore la vieille Bah, ouais, dénomination. ouais. Bon, du groupe de la gauche européenne, il n'y a pas Europe dedans. Le groupe de la gauche au Parlement européen. Au Parlement européen. Tu es la chef de file de la France Insoumise pour les élections européennes 2024. Donc vous n'avez pas encore de tête de liste, mais ça devrait être décidé incessamment sous peu. Dans les semaines qui arrivent avec Voilà. l'ensemble de la liste. Parfait. Si je voulais t'inviter, c'est pas pour faire un bilan de ton mandat, mais pour réfléchir finalement, le Parlement européen, ces dernières années, ça a été un peu un laboratoire pour expérimenter la façon dont on pouvait lutter contre l'extrême droite, qui est, je le rappelle, très puissante au Parlement européen. Ils sont très nombreux, en plus. Donc ils ont deux groupes, plus on peut rajouter une partie quand même du groupe de la droite conservatrice traditionnelle, le PPE, qui penche très sérieusement vers l'extrême droite. Comment, toi, qui es élu depuis 2019, comment est-ce que, avec tes camarades de gauche, vous organisez finalement cette résistance au Parlement européen, et surtout, est-ce que ça paye? Alors oui, plusieurs choses. Si on part en effet, qu'on dresse un peu un panorama du Parlement européen pour ceux qui nous regardent, le Parlement européen, il a quelque chose d'un peu spécifique par rapport à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas un groupe tout seul qui dirige et qui fait la pluie et le beau temps à coup de 49-3, comme c'est le cas avec l'Assemblée nationale. Il faut plusieurs groupes pour faire une majorité, et en l'espèce, il faut 3 groupes à minima pour faire une majorité. Et donc, ça oblige les différents grands groupes politiques à faire un jeu d'alliance. L'alliance qui domine aujourd'hui le Parlement européen, c'est une alliance qui va des sociodémocrates à la droite, parfois pour le pire à mon sens, puisque ça leur fait accepter une réforme des règles budgétaires qui va faire revenir puissance 1000 l'austérité en Europe, ça leur fait accepter des accords de libre-échange qui sont signés à tour de bras, et je pense que les sociodémocrates devraient tirer tous les enseignements de cette alliance, parce que ce qu'on a vu au fur et à mesure du mandat, c'est en effet le groupe de droite, qui s'appelle le groupe PPE, se déporter de plus en plus vers l'extrême droite, et de plus en plus se tourner vers leur droite, plutôt que juste faire leur alliance classique avec les sociodémocrates. Et aujourd'hui, pour moi, au Parlement européen, s'allier avec la droite, c'est beaucoup trop souvent s'allier avec l'extrême droite. Et on a vu, en fait, tu sais, l'extrême droite, ils adorent les frontières, sauf quand il s'agit d'aller grappiller sur le reste de la droite. Et ce mouvement de fond, on le voit en fait partout en Europe, parce qu'en Italie, en Finlande, en Suède, aux Pays-Bas aussi, l'extrême droite a gagné. De plus en plus, l'extrême droite gagne, s'allie avec la droite et gouverne ensemble dans un certain nombre d'États membres. Et c'est ce qu'on observe de plus en plus au Parlement européen, notamment contre les textes écolos, où vraiment dans un populisme rance qui fait croire que les mesures écolos vont sacrifier notre agriculture ou je ne sais quoi d'autre, la droite s'allie avec l'extrême droite, dernièrement notamment sur un texte pour préserver la biodiversité qui s'appelle la loi sur la restauration de la nature. Des exemples, il y en a plein. Et ça pose une question fondamentale à la gauche, et notamment au reste du spectre de la gauche, aux sociodémocrates, qui n'est pas ma famille politique. Est-ce qu'ils veulent continuer à collaborer, à faire cette alliance pour diriger les institutions européennes avec la droite? Et je pense que c'est une question qui leur sera posée pour le prochain mandat. Et moi, ce que j'observe pour terminer, c'est qu'à chaque fois que la gauche s'est alliée, s'est unie, qu'à chaque fois qu'on a mené des combats ensemble au Parlement européen, on a pu gagner. Quand on a mené des combats ensemble, je pense à ma collègue Laïla Cheibi, et on est dans le bureau là, je partage le bureau avec elle, pour les droits des travailleurs des plateformes, donc des travailleurs ubérisés. Moi, j'ai mené un combat aussi sur le devoir de vigilance des multinationales, donc c'est-à-dire la responsabilité des entreprises dans leur chaîne de production. Sur tous ces sujets-là, à chaque fois que la gauche a élevé le niveau d'ambition, et surtout qu'elle a fait un bloc uni, donc les 3 groupes de gauche au Parlement européen, le groupe que je co-préside, le groupe des Verts et le groupe des sociodémocrates, alors on a gagné parce qu'on a monté le niveau d'ambition, et parce que aussi on a forcé le groupe Renew à se désolidariser dans une certaine mesure de la droite et des fachos. Donc c'est une leçon pour moi à retenir aussi, et une question fondamentale qui sera posée aux sociodémocrates en début de mandat prochain.
Mais en gros, là, ce que tu dis aux sociodémocrates, c'est faites une alliance avec nous, la gauche européenne, pour en gros gouverner le Parlement européen dans le prochain mandat. Parce que j'arrive pas très bien à comprendre. Si jamais les sociodémocrates, si tu arrives à convaincre, si on arrive collectivement à convaincre le groupe Renew de ne plus faire une alliance avec la droite au Parlement européen, qu'est-ce que tu laisses comme alternative? Tu laisses comme alternative la possibilité d'une alliance entre la droite et l'extrême droite, potentiellement, enfin, D'abord, moi, européenne. sur la méthode, ce que je Mm. conteste, c'est que tous ces accords, en général, c'est des accords de couloir, où, en gros, tu as les gros groupes politiques qui se distribuent les postes. Moi, c'est Mm. clair, je participerai pas à ça. Je participerai pas d'une majorité au Parlement européen qui est l'espèce de chambre d'enregistrement des pires lubies racistes, xénophobes, pro-marché, pro-austérité, que veulent par ailleurs la plupart des États membres de l'Union européenne. Donc moi, je suis très claire là-dessus. Mais j'ai envie aujourd'hui de poser la question aux sociodémocrates. C'est à eux d'y répondre. Est-ce que vous allez continuer ces alliances-là avec la droite et derrière avec l'extrême droite? Je te prends un exemple. Le pacte asile-immigration. C'est un pacte qui vient d'être conclu, allez, 2 jours exactement après la loi immigration en France. Et c'est les mêmes relents racistes et xénophobes. Et d'ailleurs, c'est Gérald Darmanin lui-même qui s'est félicité, en se félicitant de l'accord, qui a dit le volet européen de la loi immigration en France vient d'être adopté. Qu'est-ce qu'il prévoit ce pacte asile-immigration en 2 mots? Il prévoit un refoulement à la frontière beaucoup plus systématique, avec un enfermement beaucoup plus fort, une décentralisation de la gestion migratoire pour externaliser vers ce qu'ils appellent des pays tiers qui sont des pays sûrs. Et tiens-toi bien, dans ces pays sûrs, il y a des pays comme la Libye. On va m'expliquer comment la Libye peut gérer les flux migratoires. Bref, refouler aux frontières, accélérer encore plus le nombre de morts en mer Méditerranée. C'est 44 000 morts depuis 1993, donc en l'espace de quelques dizaines d'années. Et puis, surtout, c'est non seulement pas de solidarité entre les États membres, pas de répartition obligatoire, mais pire que ça, les États pourront payer en disant « moi, je ne veux pas participer au principe de solidarité » et ça pourra servir à financer des murs. Ce pacte asile-immigration, il a été coécrit par des rapporteurs socialistes, sociodémocrates et des rapporteurs de la droite. Cette cogestion du Parlement européen, pour moi, elle ne peut plus durer. Et je sais qu'il y a un débat chez eux, dans leur rang, parce qu'aujourd'hui, gouverner avec la droite, ça veut dire gouverner dans une certaine mesure, sur beaucoup trop de sujets, avec l'extrême droite. Mais donc toi, tu proposes une alternative à cette cogestion? Tu proposes une autre cogestion? Moi, Tu leur dis, venez co-gérer le Parlement européen avec nous, la je gauche suis européenne? pas candidate à co-gérer le Parlement européen dans cette distribution de postes de mais couloir. si tu dis genre... Mais je leur dis, cessez cette cogestion avec la droite. Mais on peut d'ailleurs, faire... il faut une alternative. Mais Enfin, t'es pas c'est obligé. quoi l'alternative? Non, tu peux avoir une coalition qui varie de texte en texte et un vrai travail comme dans une démocratie parlementaire. Parce que c'est ça la beauté du Parlement européen, c'est qu'il n'y a pas un seul groupe qui a la majorité. Mais et tu veux texte par texte, un peu comme c'est le cas à l'Assemblée nationale française. Non, c'est pas vrai, parce qu'à l'Assemblée nationale, non, c'est pas vrai. À l'Assemblée nationale, t'as les Républicains qui viennent en renfort des macronistes sur, texte par texte, pas sur sur... 80% Bien des sûr. textes. Et puis, t'as l'outil du 49.3 en backup pour Ça, les c'est vrai. macronistes. Mais je veux dire, il n'y a pas d'accord de gouvernement entre les LR et Il existe de fait. Il existe de fait, parce que t'as un groupe qui est quand même proche de la majorité, qui est le groupe des macronistes. Au Parlement européen, de nouveau, c'est très différent. Et je pense que ça forcera chaque groupe politique à faire le jeu parlementaire. Et surtout, ce système de cogestion a amené les sociodémocrates à accepter l'austérité budgétaire, les accords de libre-échange. Stop, en fait, on peut plus. Et je suis sûre que y en a beaucoup aussi qui se posent des questions chez eux. Et en tout cas, moi, je suis très claire, je ne participerai pas de cela. Et je pense, de manière générale, ça pose la question de la transparence dans les institutions européennes, parce que la vérité, c'est que tous les accords se font... il faut imaginer une salle à huis clos, c'est le cadre dans lequel se négocie n'importe quel texte, sans que des journalistes aient accès, sans que des citoyens aient accès. Et moi, si je devais faire un bilan de mon mandat, c'est peut-être la chose qui m'a la plus choquée, que j'ai découvert en arrivant, qu'en fait, tout se décide à huis clos. Et ça facilite le fait que des députés rendent des comptes, non pas aux électeurs qui les ont élus,
mais à des lobbies, à des États tiers. On l'a vu avec le scandale du Qatargate. Et en fait, les lobbyistes et les corrompus, c'est un peu comme des vampires, ils détestent la lumière. Et donc, il faut braquer un grand coup de projecteur et de lumière sur la manière dont fonctionnent les institutions européennes pour arrêter avec ces accords de couloir qui n'ont plus rien de politique et qui revient juste à se distribuer un peu les postes et qui est une manière de faire de la politique qui, moi, personnellement, m'est insupportable. T'as commencé ta première réponse en disant oui, l'extrême droite, elle est en dynamique dans beaucoup de pays européens. Est-ce que toi, t'as certains de tes collègues qui disent bon bah écoutez, nous on a trouvé la solution contre l'extrême droite, enfin ou plutôt notre projet face à l'extrême droite, il arrive à être plus fort. Ou est-ce que c'est vraiment genre une dynamique générale dans toute l'Europe que toutes les gauches sont en train de perdre du terrain face à l'extrême droite? En fait, ce qui est intéressant, si on dresse un panorama global en Europe, là où l'extrême droite a gagné, c'est souvent après que le pouvoir politique soit exercé par les sociodémocrates. Souvent, quand les sociodémocrates ont abandonné les objectifs politiques, la colonne vertébrale de gauche. Je pense à des États, je vais donner des exemples, l'Italie, la Suède, la Finlande, qui sont des États où l'extrême droite a fortement progressé, où il y a une coalition qui est faite de la droite et de l'extrême droite, parce que la gauche a renoncé à répondre aux besoins premiers des gens, en fait, à leur porte-monnaie, aux services publics, au salaire minimum, au niveau des retraites. Voilà, quand on est de gauche, ce qui doit être nos objectifs. Et à l'inverse, il y a un État où on avait dit que l'extrême droite allait gagner, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, l'extrême droite, Vox est encore relativement fort, mais a quand même reculé aux dernières élections générales. Pourquoi ? Parce que la gauche a tenu une partie de ses promesses. J'ai la faiblesse de penser que c'est aussi grâce au rôle qu'a joué Podemos pour finalement demander des comptes aux socialistes qui étaient au pouvoir, et grâce à la gauche en Espagne, et notamment à Yolanda Díaz, qui a mené la liste pour Sumar. En Espagne, le salaire minimum a augmenté comme jamais, de près de 50% sous le mandat précédent. Et quand la gauche est capable de tenir ses promesses, alors la gauche reste au pouvoir. Quand la gauche trahit, alors elle installe l'extrême droite. Je ne dis pas que c'est une recette évidente, mais j'observe cette dynamique globale. Et pour moi, plutôt qu'un appel un peu à affadir, à essayer d'être le plus consensuel possible, bien sûr qu'il faut être consensuel pour à la fin obtenir la majorité et faire 50% des voix. Mais on doit le faire sur un programme clair, un programme de rupture qui garde cette ambition pour les gens, et les gens se disent putain, ma vie elle va changer quand on a 20% d'augmentation des prix, quand on a 10% de l'augmentation de l'électricité, du prix de l'électricité au 1er février, quand on a les salaires qui suivent pas et de l'autre côté des gens qui se gavent avec les actionnaires, 97 milliards d'euros en France, c'est un record, les actionnaires du CAC 40, le nombre de millionnaires record en France dans tous les États du monde. En fait, quand la gauche s'attaque à ça, à la cause profonde des inégalités, alors elle est capable de reconquérir le pouvoir. Et moi, c'est la leçon que je tire de ma sorte de tour de vigie qu'est le Parlement européen, et qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Le Parlement européen, c'est aussi un laboratoire pour une partie de la gauche, enfin pour la gauche. En France, au niveau national, il y a la NUPES. Bon, tu participes bien évidemment de la NUPES française, mais au Parlement européen, comme tu l'as dit, c'est d'autres dynamiques avec beaucoup plus de groupes, beaucoup plus de diversité, j'ai envie de dire, à la fois parce que national, parce que vous êtes de pays différents. Alors même quand vous êtes dans le Parti communiste italien, c'est pas la même chose que le Parti communiste. Enfin, ils ont pas de députés européens, mais le Parti communiste italien, c'est pas la même chose que le Parti communiste, je sais pas moi, allemand, ou il n'existe pas non plus. Mais je sais pas pourquoi je parle que de partis communistes qui n'existent pas. Parti communiste chypriote, Parti communiste portugais, voilà, par exemple, qui, si tu existent. veux prendre cela. Et donc ils sont très différents. Puis après, vous avez vos alliés, vos alliés, oui, écologistes, vos alliés, une partie quand même des sociodémocrates, du groupe socialiste en tout cas, avec lequel vous travaillez. Comment se passe ce travail ? Est-ce qu'il se passe bien ? Est-ce que tu dirais que c'est un peu plus on va dire efficient que la NUPES en France, car on le voit en ce moment un peu de mal à continuer d'exister. La NUPES, en France, elle a du mal à exister à la tête des partis. Mais je pense qu'elle correspond non seulement à un espoir pour beaucoup de gens dans le pays, des gens qui se sont dit, en fait, la gauche, elle s'est retroussée les manches, elle est capable de conquérir le pouvoir. Et la preuve c'est qu'on a fait 28% des voix aux élections législatives, qu'on est arrivé en tête. Et au-delà des anathèmes, etc.,
si tu regardes le travail concret fait à l'Assemblée nationale, il est extrêmement convergent à gauche. Encore aujourd'hui, le dernier projet de loi sur la loi immigration en France en est un bon exemple. Et je dirais, si je devais comparer, qu'il est davantage convergent en France qu'à l'échelon européen. Parce qu'à l'échelon européen, une des difficultés qu'on a, c'est que dans le groupe sociodémocrate ou dans le groupe des Verts, tu as par exemple les Allemands, les sociodémocrates allemands et les Verts allemands, qui sont à l'heure actuelle au pouvoir, au gouvernement en Allemagne, et qui sont par exemple les tenants de l'austérité. Ce sont eux qui ont insisté pour le grand retour des 3% de déficit, des 60% de dette, et je lance l'alerte parce qu'aucun média n'en a parlé, ça vient d'être voté la semaine dernière, ça va être mis en place courant de l'année 2024, c'est la pire cure d'austérité que l'on a face à nous, que l'on n'a jamais connu, puisque c'est non seulement le grand retour des 3% de déficit, 60% de dette, mais avec une trajectoire de réduction des dépenses publiques qui doit amener les États à aller encore plus loin, et surtout des sanctions accrues, alors que les sanctions n'ont jusqu'alors jamais été appliquées. Et pour la France, en l'espèce, ça voudra dire 26 milliards d'euros d'économies par an, c'est colossal. Et il ne faut pas s'étonner derrière que Macron, il annonce l'augmentation du reste à charge sur les médicaments ou sur les consultations médicales, l'augmentation du prix de l'électricité, ça vient pas de nulle part, il faut que l'État récupère de l'argent. Je fais ce détour de manière volontaire, à la fois pour lancer l'alerte sur le grand retour de l'austérité en Europe, qui à mon sens doit être un grand enjeu des élections européennes, mais aussi pour expliquer les divergences qu'il peut y avoir à gauche sur le sujet. Parce que finalement, on voit davantage Et les parfois... Verts, ils ont voté ça. Non, pas le groupe des Verts. Initialement, ils voulaient le voter et finalement, ils ont voté contre. Mais le groupe social-démocrate, non seulement l'a voté, mais ils étaient co-rapporteurs du texte. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a davantage de convergence nationale parce qu'on a des sensibilités politiques, nous, les différents élus de gauche français. Mais avec le groupe social-démocrate, je te prenais l'exemple tout à l'heure des accords de libre-échange qu'ils contribuent à négocier, à signer, à voter. Donc, on a une difficulté face à nous, c'est que dans d'autres pays, les élus des autres groupes politiques de gauche sont beaucoup plus libérales, si on voulait un peu simplifier et caricaturer. Pour autant, moi, j'ai initié une forme de coordination entre les présidences de groupes verts et socialistes, qui évidemment ne marche pas à chaque coup parce qu'on n'est pas d'accord sur toutes les choses, mais quand on est d'accord, je reprends l'exemple, devoir de vigilance des multinationales, directive sur les travailleurs des plateformes, loi sur la restauration de la nature, la loi sur la biodiversité. Sur ces textes-là, on a gagné parce qu'on a mené ces combats unis. Donc là aussi, c'est une forme de laboratoire au niveau européen, avec la difficulté, c'est que, tu vois, moi je préside un groupe avec 17 délégations qui viennent de quasiment autant de pays différents. Forcément, on a des sensibilités différentes, mais j'observe que y compris les élus français de gauche n'étaient pas si éloignés dans leur vote, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a eu de cesse d'appeler à une liste commune de la NUPES, y compris face à l'extrême droite, Jordan Bardella, qui fait la course en tête et qui est pourtant un député fantôme à Bruxelles, qui a déposé 21 amendements en l'espace de 4 ans. Bon voilà, c'est pour des députés qui veulent défendre la valeur travail, on les a quasiment pas vus. Moi j'en ai déposé plus de 3400, ça donne une idée. L'extrême droite, ils ne font rien, ils s'attaquent systématiquement aux droits des femmes, aux droits des travailleurs, mais pour leur donner la réplique, oui, moi j'ai la conviction qu'au moins en France, on avait des convergences qui étaient plus faciles que dans d'autres pays, et on aurait dû mener cette liste en commun pour affronter l'extrême droite, pour se donner la possibilité de l'emporter, parce qu'évidemment, on aurait pu l'emporter, et je pense que ça aurait suscité beaucoup plus d'espoir que cette course de petits chevaux à gauche dans laquelle on s'apprête à se lancer. La France insoumise, et d'ailleurs toi aussi, vous continuez à demander une liste unique pour les européennes, pour la NUPES. Pour autant, tu es quand même, depuis le début de cet entretien, assez cash et assez sévère avec genre ce que peuvent faire les écologistes et ce que peuvent faire les sociodémocrates. Du coup, admettons qu'il y ait eu une liste... surtout des sociodémocrates et écologistes européens, des groupes européens. Mais admettons qu'il y ait eu cette liste, tu vois, avec les sociodémocrates, avec les sociodémocrates français, donc qui auraient fait partie d'une liste de la NUPES. Ensuite, tu leur as dit quoi? Bon, on va tous siéger, aller dans le groupe de la gauche européenne, etc. Ou ils seraient retournés dans le groupe sociodémocrate, ou ils seraient retombés en fait dans les mêmes travers que tu dénonces depuis tout à l'heure. Enfin, tu vois, il y a un peu un hiatus entre... Non, je pense pas, parce que pour moi, la question c'est comment la gauche française,
qui pour le coup fait partie des gauches qui ne sont pas rayées de la carte. On est une forme d'anomalie aussi en Europe. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon qui fait 22% à l'élection présidentielle. Moi, mes collègues venaient me voir en mode, il se passe quoi chez vous? Genre, c'est quoi votre recette miracle? Et que de ce point de vue-là, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a la gauche de rupture, on l'appelle comme on veut, elle a gagné la bataille culturelle. Justement, elle ne s'est pas fourvoyée dans la social-démocratie européenne qu'on a pu voir dans le nord de l'Europe et qui a fini par perdre, et qui, je pense, qui s'est perdue, qu'on a essayé d'ailleurs en France avec François Hollande, dont on a bien vu les résultats là aussi. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que le programme de la NUPES, il veut dire quelque chose. On a tranché un certain nombre de sujets dans le programme de la NUPES, y compris à l'échelon européen, sur la nécessité d'avoir des rapports de force. Si demain on veut véritablement maintenir des tarifs réglementés d'électricité, maintenir un fret SNCF qui est public ou avoir une ambition d'investissement public, il faudra se confronter aux règles européennes. Il faudra soit réussir à les changer, ce qui prend du temps, soit assumer de ne pas les respecter, désobéir, vous utilisez le mot qu'on veut. Et la vérité, c'est que c'était ça qui était écrit noir sur blanc dans le programme de la NUPES. Donc, oui, mais après, admettons que, je sais pas moi, Glucksmann, il y a eu une liste unique. Glucksmann, il est élu, ou je sais pas quoi. Les socialistes, ils sont élus. Non, pas Glucksmann. Ils sont les socialistes. C'est un autre sujet parce qu'il s'est jamais reconnu dans le programme de la NUPES. Il s'y est toujours opposé. Les socialistes, le reste des socialistes, ils sont élus sur une liste NUPES et après ils retournent dans leur groupe social-démocrate au Parlement européen et ils vont se retrouver avec, ils vont avoir porté un programme qui n'est pas celui qu'ensuite ils vont pouvoir appliquer en tant que députés membres du groupe social-démocrate européen. Bah, non, ils vont mener la bataille en fait. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin, c'est qu'une gauche. Mais ils la mènent là déjà la bataille, ils l'ont menée entre 2019 et 2024. Bah, pas suffisamment à mon goût. Alors... D'où l'intérêt d'avoir un programme, que ce soit le programme de la NUPES que l'on défende. Après, tu sais, moi je reste profondément convaincue que cette unité populaire-là autour du programme de la NUPES aurait été ce qui nous aurait donné le plus de souffle, le plus de force. Et je continue aujourd'hui à tendre la main et tu vois, à travers cette caméra, à m'adresser mais à tous les militantes, les militants, les sympathisantes, les sympathisants vraiment sincères qui se sont reconnus dans le programme de la NUPES. Je veux leur dire que, en fait, on n'a pas abandonné le combat, qu'on va continuer à le mener, qu'il y aura sur notre liste des gens qui viennent des écologistes, des socialistes, du Parti communiste, des gens qui se retrouvent dans ce programme de la NUPES. Après, je me raconte pas d'histoire. Moi, je prends acte du fait que il y a des directions politiques aujourd'hui qui ont fait le choix de s'éloigner de cette stratégie, de ce programme. Dont acte. On ne force pas un âne qui n'a pas soif à boire, je crois que c'est ça l'expression, j'ai une petite tendance à défendre l'expression française. Mais je crois qu'il ne faut pas abandonner aujourd'hui cette ambition, cet objectif. Et je continuerai, moi, à tendre la main parce que je crois qu'il y a des gens sincères, de gauche, qui ne sont pas à la France Insoumise, qui se retrouvent dans le projet de la NUPES. Et nous, on était prêts même à ne pas être la tête d'affiche. Je veux dire, on a essayé de rendre toutes les conditions qui étaient possibles pour que cette campagne, ce soit pas une forme de débat, cette espèce de faux débat qu'on est en train de nous créer entre Attal et Bardella, mais c'est davantage des jumeaux que des rivaux, pour être honnête, et que la gauche ait pu porter une voix forte, que le débat des Européennes ne soit pas juste combien de migrants on va renvoyer en mer Méditerranée, parce que ça va être ça, entre les macronistes et l'extrême droite, et cette ambition d'une gauche forte, unitaire autour d'un programme de rupture. Moi, je l'abandonnerai pas. Je serai peut-être toute seule, la dernière, avec mon petit drapeau. J'ai la faiblesse de penser qu'au-delà des directions politiques, ça correspond quand même à une aspiration assez large du peuple de gauche. C'est intéressant parce que Philippe Poutou, donc du nouveau parti anticapitaliste, il était hier ou avant-hier à France Info et il a parlé d'une potentielle alliance du NPA avec vous, la France Insoumise. Et au bout d'un moment, il a parlé des deux gauches irréconciliables. Je réutilise son vocabulaire en disant, bon, bah, en fait, il y a la gauche de rupture, qui serait nous, le NPA, et la France Insoumise, et la gauche social-démocrate réformiste, qui serait composée des Verts et des socialistes. Est-ce que toi, tu reprends aussi cette façon de couper finalement la gauche en deux ? Moi, je ne crois pas fondamentalement à la théorie des gauches irréconciliables. Je pense que ce serait une manière, y compris d'insulter l'avenir, d'une part, et d'autre part, de se priver de la possibilité de s'unir autour d'un programme de rupture, parce que c'est ce programme
qui a été majoritaire dans l'opinion publique française, dans l'électorat, et que le programme de la NUPES en a été la démonstration. Qu'il y ait eu des gens à ce moment-là qui l'aient fait par calcul électoral, c'est une évidence, mais ces gens-là, ils devront rendre des comptes au bout d'un moment. Soit vous avez menti aux électeurs il y a 1 an et demi, pour faire élire des députés, pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, soit vous étiez dans une démarche sincère de conquête du pouvoir autour de ce programme, et alors n'abandonnons pas cette démarche sincère. Et je crois que chez les socialistes, il y a des gens dans un camp et dans l'autre, en effet. De même chez les écologistes, mais moi je continue à croire profondément que ce qu'on a créé il y a 1 an était l'embryon de quelque chose plus grand que l'on doit continuer à construire, et en tout cas c'est notre base de départ la plus solide que la gauche peut avoir, et ça s'est construit autour d'abord du résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est une évidence, de cette bataille culturelle qu'on a gagnée, c'est une évidence, et c'est sur ça qu'on doit continuer à construire, mais en ouvrant les portes et les fenêtres. Tout le monde est le bienvenu si on se retrouve sur ce niveau d'ambition écologique, sociale, démocratique, qui structure notre projet, mais sur des idées qui sont majoritaires dans le pays. Je veux dire, le blocage des prix des produits de première nécessité, la taxation des super-profits, la 6ème République, la planification écologique, la retraite à 60 ans, tout ça, c'est des idées qui sont majoritaires dans le pays. Ouais. Alors on est de gauche, on reprend notre bâton de pèlerin et on repart à la conquête du pays pour traduire cette opinion publique majoritaire en une opinion électorale majoritaire. On ne l'a pas encore complètement réussi, mais je pense qu'on a des bases solides quand même pour le faire. J'ai une dernière question, Manon, c'est Raphaël Glucksmann. On l'a tout petit peu évoqué. Raphaël Glucksmann, c'est intéressant parce que lui, il a jamais tellement fait partie de la NUPES, il a jamais vraiment totalement été pour, il a même été opposé. Pour le coup, il a le mérite de la cohérence. Il a toujours été opposé, en effet, à la NUPES. Ça l'a jamais trop intéressé. Là, il est pressenti pour prendre la tête de la liste socialiste aux prochaines élections européennes. Qu'est-ce que en ce moment il passe beaucoup dans les médias, etc. Il fait beaucoup de bruit dans les médias. Il est très attaqué par une partie de la base insoumise. D'ailleurs, il y a eu une petite passe d'armes sur la question de ce qui se passe à Gaza et plus globalement en Palestine, où il a répondu à des insoumis en disant: je réponds aux insoumis qui m'attaquent parce qu'ils disent que je fais rien alors qu'en fait je fais pas rien. Enfin, je suis pas silencieux, blablabla. Peu importe. Mais comment est-ce que tu lis sa candidature, si tant est qu'il soit véritablement le tête de liste socialiste? Qu'est-ce que ça voudrait dire, vu qu'il a jamais justement voulu participer à la NUPES? Si les socialistes le choisissent, est-ce que pour toi ça veut dire bon bah là vraiment désolé mais les socialistes ils ont plus rien à voir avec la NUPES? C'est clair que en choisissant Raphaël Glucksmann, Olivier Faure à la tête du Parti socialiste et les socialistes font un choix politique très clair, qui est celui de rompre avec la construction de la NUPES, puisque je dois évidemment bien reconnaître ça à Raphaël Glucksmann, il a toujours été opposé à la stratégie de la NUPES, ne s'est pas impliqué dans la structuration de la NUPES, n'a pas fait campagne pour la NUPES, et aujourd'hui finalement ça voudra dire et construire la campagne des élections européennes autour de 2 pôles, un pôle qui est la gauche de rupture autour du programme de la NUPES, et la gauche anti-NUPES, dont on voit bien la stratégie de Raphaël Glucksmann, qui est d'aller chercher les déçus du macronisme. Je respecte tout à fait les stratégies politiques des uns et des autres, mais ce qui explique aujourd'hui les divergences que l'on peut avoir. Et j'ai envie, quelque part, de m'adresser aux socialistes sincères qui avaient cru au projet de la NUPES, disant mais réveillez-vous, là, vous êtes en train de perdre ce qu'on a construit collectivement ensemble. Voilà. Après, je vois bien qu'il y a une Glucksmann mania, un accès très facilité de Raphaël Glucksmann aux médias. Voilà, on ne sait pas bien ce qu'il a fait pendant 4 ans, et puis tout d'un coup, il a invité partout à heure de très grande écoute, alors qu'il est donné dans des étiages sondagiers assez similairement à nous. Je vois bien qu'il y a une forme d'entre-soi qui favorise la candidature Glucksmann. Peut-être les médias se cherchent un nouveau Macron, et la fin du mandat approche et ils sont un peu orphelins. Voilà, après la campagne n'a pas encore véritablement démarré pour les élections européennes. Nous, on fera campagne sur des sujets finalement que Raphaël Glucksmann aborde assez peu. Il y a évidemment la question du cessez-le-feu et de la paix à Gaza, et c'est vrai qu'on n'a
pas vu Raphaël Glucksmann dans aucune manifestation en faveur du cessez-le-feu ces derniers mois et ces dernières semaines, que lors de la première résolution au mois d'octobre dernier, au moment juste après les premières attaques déjà très meurtrières d'Israël, il s'est tout de suite opposé à ce moment-là à la fois au cessez-le-feu, à des sanctions à l'égard d'Israël. S'il a un peu évolué sur le sujet depuis, c'est tant mieux, mais par exemple, il n'a pas voté cette semaine encore mes amendements qui soutient la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Il dit qu'il en a soutenu d'autres. Il a soutenu certains amendements, mais pas tous. Je prends cet exemple, la plainte devant la Cour internationale de justice. Oui, mais sur la plainte, justement, sur la Cour internationale de justice, il dit qu'il en a soutenu d'autres. C'est que genre il y avait des mots dans tes amendements qu'il acceptait pas. Non, ce qu'il a soutenu, c'est le fait que un soutien général au droit international, qui mange pas de pain et qui est tout à son honneur. La droite et l'extrême droite n'ont peut-être pas soutenu ces amendements, mais c'est pas la même chose de soutenir spécifiquement la plainte de l'Afrique du Sud, qui visait aussi à obtenir des mesures conservatoires qui permettaient d'arrêter le massacre, parce que c'est ça l'enjeu, d'arrêter le massacre. Donc cessez-le-feu. Et donc un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, parce que si on pose des conditions qui sont irréalistes, on aura le cessez-le-feu à la Saint-Glinglin, et d'ici là, on aura tout un peuple qui est décimé. Je crois que c'est une différence d'approche, de priorité politique que l'on a sur le sujet avec Raphaël Glucksmann, et plus généralement, lui fera le choix de ses thèmes de campagne, mais c'est vrai qu'il aborde peu, voire pas du tout, les questions sur lesquelles nous allons faire campagne et qui nous tiennent à cœur, que sont véritablement les questions sociales. La flambée du prix de l'énergie, j'en parlais, plus 10% du prix de l'électricité. Derrière, c'est à la fois le marché de l'électricité européen et surtout la France qui veut faire des économies parce qu'ils ont ces 26 milliards d'euros que j'évoquais, qu'il va falloir qu'ils trouvent dans les caisses de l'État, donc sur le prix de l'électricité, sur nos services publics, sur le reste à charge, sur les médicaments. Et dans le même temps, les prix continuent à exploser. Et c'est ça véritablement, pour moi, l'enjeu de la campagne des élections européennes. L'Union européenne a des leviers là-dessus, à commencer par une taxation sur les super-profits. Il y a une ébauche de taxation sur les super-profits dans le secteur énergétique seulement. Il faut l'étendre et la rendre effective. Ça fait partie des sujets, taxation aussi des milliardaires pour agir de ce côté-là et agir de l'autre côté, notamment sur l'emploi, la réindustrialisation, à l'heure où on est en train de brader notre souveraineté avec des accords de libre-échange à tout va. Bref, rompre avec le tout austérité, tout marché, tout libre-échange que nous propose l'Union européenne à l'heure actuelle. Nous, c'est les thèmes et les sujets sur lesquels on va faire campagne, qui étaient déjà au cœur du programme de la NUPES. Et puis à la fin, j'ai envie de dire, c'est les électeurs qui trancheront. Hein. Mais on est bien d'accord, et ce sera ma toute dernière question, que tu as peu d'espoir que le programme ou le projet là que tu ébauches rapidement de rupture, il a peu de chances d'obtenir une majorité au Parlement européen en juin prochain. La question, c'est pas tant est-ce qu'on va créer une majorité en mode cogestion, mais c'est comment, on a des députés de combat qui mènent des batailles acharnées et qui peuvent les gagner en fait. C'est ça qui est particulier au Parlement européen, c'est qu'on peut gagner des batailles parce que le Parlement européen est éclaté. Et donc de nouveau, devoir de vigilance des multinationales à travers des plateformes. De la gauche. Oui, il faut qu'on fasse grossir le groupe parce que en menant des batailles, on peut gagner des victoires. Et 2, parce qu'au Parlement européen, on est aussi des lanceurs d'alerte. On est les empêcheurs de tourner en rond. On est le petit caillou dans la chaussure, et moi je veux qu'on soit un énorme rocher dans la chaussure des libéraux de la droite et de l'extrême droite, contre leurs accords de libre-échange, contre le retour de l'austérité, contre le tout marché. C'est ça qu'on sera. Et des empêcheurs de tourner en rond aussi et des lanceurs d'alerte sur leur magouille. Parce qu'à chaque fois maintenant qu'on entre dans une salle de négociation, eh bien ils savent qu'on va raconter ce qui s'y passe, ils savent qu'on va dénoncer le poids des lobbies. Voilà à quoi ça sert aussi un député insoumis qui mène la bataille au Parlement européen dans une institution qui régule pourtant nos vies au quotidien, de ce qu'on bouffe, à la manière dont on se déplace, à nos conditions de travail, sans que pour autant on ait prise là-dessus. Eh bien, nous, on est ces lanceurs d'alerte, ces députés activistes qui mettent un gros coup de pied dans la porte pour y compris dénoncer les lobbies et le poids, le rôle qu'ils ont. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être le plus nombreux possible, et le 9 juin prochain.
Dans 6 mois. Ouais, dans un peu moins de 6 mois. Un peu moins de 6 mois maintenant. Et qui sera, je crois, l'occasion aussi de mener une belle campagne sur tous ces sujets, parce que, à la différence de la dernière élection, c'est qu'on sort avec une équipe de sortants, un bilan. C'est un mandat où, finalement, ça a été un mandat de crise, la crise énergétique, la crise du Covid, les guerres à nos portes, la crise de l'inflation qui a bousculé les dogmes européens qui sont en train de revenir au galop. Voilà, et je pense que notre voix un peu singulière, c'est vrai, sur la scène européenne, elle a porté pendant ce mandat pour obtenir des victoires, mais aussi politiques concrètes, mais aussi des victoires politiques culturelles. Le protectionnisme n'est plus un gros mot, pour ne prendre que cet exemple. La planification écologique n'est plus un gros mot. Et ben, maintenant, il faut qu'on aille traduire ces victoires culturelles en victoires politiques, en envoyant un bataillon de combat à Bruxelles et au Parlement européen, et en envoyant aussi un petit message à Emmanuel Macron, qui dit des choses ici à Paris et qui à Bruxelles fait tout l'inverse, bloque toutes les directives européennes sur les travailleurs des plateformes, sur la lutte contre les violences faites aux femmes pour la définition du viol, sur le devoir de vigilance des multinationales. Il est le représentant des lobbies, il est celui qui fait les alliances avec Viktor Orban et l'extrême droite contre les victoires et nous, ce qu'on arrive à arracher. Eh bien voilà, on va envoyer ce message très clair à Emmanuel Macron qu'il y a une gauche de combat qui est encore là et qui est prête, qui est armée, tiens, puisqu'il il aime bien le mot réarmer plutôt que réarmer nos utérus. On va remobiliser la gauche pour cette élection et on est bien prêt pour ça. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi, Pablo.